Nous enregistrons notre épisode 282 ce 3 décembre 2020. C'est notre rendez-vous avec l'actualité technologique au travers d'une revue de presse compilée par nos chroniqueurs de la semaine et structurée dans un abécédaire fait de A, de D, de G, de M, de R, de S, de T. Des lettres derrière lesquelles on découvre encore des performances inattendues du processeur Apple M1, des suites de la panne d'Amazon Web Service, dont on parlait déjà la semaine dernière, d'un smartphone qui se prend pour un desktop, ou est-ce le contraire, ou encore d'une étrange entente entre le gestionnaire de zone de nom de domaine.be et les autorités de protection des données. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Un nouvel épisode des Technos, une année qui se termine petit à petit. On réfléchit, on n'en parle pas beaucoup, mais on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire pour la fin d'année. Les choses se structurent un petit peu. Les agendas se remplissent, enfin très très peu, mais ils se remplissent quand même pour la saison prochaine, pour voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. La suite de la saison 7 des Technos, évidemment, se poursuivra en janvier, à n'en pas douter, avec des chroniqueurs, tels que ces deux-ci, par exemple. D'un côté Xavier, salut Xavier, et de Xavier qui n'a pas encore fait ses devoirs remplir le c'était subliminal, tu vois, c'est pour ça que je le disais, il y a un petit côté non, mais subliminal. j'ai noté, t'as vu, hein. Oui. Et donc de l'autre, nous avons Sébastien, un direct de Paris. Bonjour Sébastien. On ne t'entend pas. C'est marrant, on ne t'entend pas. Je n'ai pas ton son. Le son pour pas non, c'est parce que tu nous avais dit de être silencieux pendant le générique de début, et donc je m'étais mis en mute, ce que je fais jamais d'habitude. Ben oui, ben voilà. Donc voilà. Je disais Paris, effectivement, et je me disais exactement la même chose que Xavier. Tiens, j'ai oublié de mettre mes dates pour 2021 dans l'agenda, donc je vais faire ça de ce pas dès la fin de l'enregistrement. Bonjour les amis. Vous avez compris que on parlait en début d'épisode chaque fois comme ça je le ferai aussi la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, hein, ça les met un petit peu au pied du mur, ça les oblige à, vous voyez, non pas qu'ils traînent des pieds pour enregistrer les podcasts, hein, ça, on va bien être d'accord là-dessus, mais c'est juste qu'effectivement on a tous des agendas un petit peu compliqués et la tête un petit peu dans le guidon, ce qui est assez logique. C'est pareil chez vous, j'imagine, vous justement qui nous écoutez, qui commentez régulièrement les épisodes des Technos, comme par exemple Essam Lali Mohamed, Eric Andelin, Christophe Fauveau, William Nikomouk, bah oui, il a le droit de s'appeler comme ça. Il y a bien un groupe qui s'appelle... Il le fait souvent quand même, hein. Oui, bien sûr. DVG, Pierre Laure, Cyril Marchal, Sombre Papa, Brol Chose, vous ne connaissez pas encore, je pense. JF Didier, Éric Bourdin, René Deletter, Guillaume Léger, Deltus 7529 ou 7529 ou 7529, c'est comme vous voulez. Nicolas Saint-Lay, Max Gumdrop Deslandes, Jean-Michel Rému, Wofog, Jax ou encore Damien Vigneron. Merci à vous et à tous ceux que j'ai oubliés pour vos commentaires, pour les pouces vers le haut importants sur une plateforme comme YouTube, pour vos interventions éventuellement dans le chat. Si vous nous regardez en direct au moment où on enregistre cet épisode, comme traditionnellement vous le savez, nous enregistrons le jeudi soir et depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez participer quelque part à l'enregistrement en direct en laissant quelques commentaires dans le chat. Que ce soit Xavier ou son ami le bot. J'étais pas là la semaine passée, mais je pense que j'aurais réagi en tant que modérateur, effectivement, à quelques propos de Sébastien la semaine passée. Voilà, c'est comme ça que ce que vous voulez. Ça, c'est l'aspect direct, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Rien ne vous oblige à suivre l'enregistrement en direct. Et si vous avez envie de continuer à faire votre jogging en nous écoutant, vous avez tout à fait le droit de le faire quand vous le voulez, le week-end, le soir, la semaine. C'est comme vous le voulez. Si vous le voulez bien, à moins que vous ayez tous les deux un truc à rajouter, je propose que nous lancions l'abécédaire. L'abécédaire. Amen. Comme actualité, Google vous donne accès à des news payantes. On savait que Google donnait accès à des news. Sébastien qui s'en va. Ils ont dit, il se casse. Tu veux qu'on garde juste Xavier ou tu veux qu'on fasse comme ça? Comme ça, t'as le temps d'aller... faire ce que Merci. Donc, ça se passe dans l'image, hein, pour ceux qui nous écoutent. N'ayez crainte, il ne s'en va pas, il va revenir bien vite. Xavier, c'est toi qui nous parle de cette info concernant Google et justement de l'info.
Google est dingue. Effectivement, mais on connaît tous les news qui sont accrocheuses, mais qui, quand on clique dessus, ne sont pas accessibles si on n'a pas payé un certain abonnement, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque ce sont pas des associations sans but lucratif qui rédigent les nouvelles. Mais donc, Google a fait un investissement d'1 milliard de dollars quand même dans des partenariats avec la presse en ligne, et elle va commencer à payer certains contenus qui sont donc des contenus payants pour son programme qu'elle a appelé News Showcase. Alors News Showcase, c'est un nouvel ajout à Google News, donc ce service d'actualité, de suivi d'actualité qui a été lancé en octobre et qui va présenter des annonces d'articles des éditeurs. Donc on va pouvoir voir dans son application Google News habituelle vraiment des fiches de présentation des articles des éditeurs que Google ne pouvait pas afficher avant puisqu'ils étaient payants. Le but est donc d'offrir aux gens l'accès à des contenus payants en partenariat avec ces éditeurs qui sont sélectionnés puisque tout le monde ne peut pas ou ne veut pas autoriser Google à faire ça. Et donc en clair, Google va payer ses partenaires pour avoir un accès illimité au contenu payant. Mais pour accéder à ce contenu qui est payant, les utilisateurs qui ne devront eux pas payer, devront quand même toujours s'inscrire auprès des différents éditeurs. Alors News Showcase a été lancé en octobre au Brésil et en Allemagne. Depuis, il y a eu des publications déjà avec d'autres pays comme l'Argentine, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Australie qui ont signé. Il y a des discussions avec pas mal d'autres pays, mais pas encore les États-Unis, bizarrement. Et c'est une fonctionnalité qui est d'abord lancée pour l'application Google News sur Android, mais qui est déjà disponible également sur iOS. Donc voilà, c'est juste pour les gens qui ont l'habitude de lire leurs petites news sur ce genre d'application, comme c'est un peu mon cas d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle ou pas, voilà. En gros, je schématise, si j'ai tout bien compris, donc des articles qui étaient dès lors déjà payants, des articles de presse qui étaient déjà derrière un paywall qui était celui de l'organe de presse en l'occurrence, va se retrouver aussi derrière un paywall qui est celui qui est géré par Google. En gros, je dis pas de bêtises, c'est ça l'idée. Tout à fait, mais donc tu vas pouvoir regrouper en gros tes news favorites sur ce même médium, quoi. C'est une espèce de marketplace de la news, quoi. Oui, moi je vois ça plutôt comme un reader de news plutôt, donc un endroit qui va regrouper les news où tu vas les lire et en un seul endroit, quoi, finalement. C'est ça, voilà. Mais évidemment, t'es limité du coup dans les sources, quoi. Donc oui, bien sûr. Donc, aucun endroit. Ouais. Oui, par exemple, si t'as aucun organe de presse français ou belge, voilà, ça ne te sert pas à grand chose. Un avis, une opinion, un regard là-dessus. Ouais, pas exactement directement sur cette nouvelle-là, mais sur la relation Google et la presse en général, qui n'a pas toujours été des plus faciles. Il m'est apparu, j'ai remarqué ces dernières semaines que pour s'abonner à certains journaux français en l'occurrence, j'avais le choix entre payer directement sur le site du journal, plein pot, ou payer via Google. Et il y avait un discount de 30-40% assez significatif si je m'inscrivais via mon adresse Gmail avec un petit bouton payer via Google, etc. Et évidemment, j'ai fait ça parce que ça coûtait moins cher, même si philosophiquement, je me dis, OK, je dois peut-être pas donner cette information-là à Google, mais c'est quand même 30-40% sur un abonnement d'1 an, ça fait beaucoup. Et je me demandais, tiens, c'est quoi le business model derrière? Qui paye? Est-ce que c'est Google qui paye le manque à gagner à la presse? Qu'est-ce que la presse a y gagné? Enfin, oui, peut-être des abonnements. De la visibilité, plus facilement. Mais à quel prix pour eux? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie derrière? Voilà, si quelqu'un a la réponse, postez dans le Twitch ou en commentaire. T'as raison. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour les organes de presse de passer par là? Est-ce que ça ouvre des perspectives? Est-ce que cette vitrine-là est valorisée à son juste niveau? Parce que de nouveau, c'est un intermédiaire de plus qui va prendre son pourcentage au passage. Donc ça fait quand même, quoi qu'il arrive, un peu moins d'argent dans les caisses du journal. Enfin voilà, c'est plein de questions auxquelles on n'a pas nécessairement toutes les réponses et qui mériteraient
permettrait justement d'avoir des réponses. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et si vous avez envie même de le partager dans un hors-série ou dans un bonus d'épisode, vous êtes aussi le bienvenu, évidemment. Dites-le nous. Ouais. Je sais pas si Xavier, tu avais un truc à rajouter par rapport à ta propre découverte. Non, ce sera tout. On peut saluer vite fait ceux qui nous ont rejoints sur le chat. J'ai pas mes lunettes, donc je les ai pas. On a Skyfox 7722, KNGL, Blue Tibius et Devaps. Tu vois que c'est pas facile, on se moque de moi. Quand je donne les noms des gens qui laissent des commentaires, on se moque de moi en disant « Ouais, il sait pas lire. » Ouais, t'as vu? Ça, c'est comme ça maintenant, les noms des gens. C'est compliqué. Ça va, ils ont encore été sympas. Oui, bon, il y a KNGL qui est un peu plus compliqué, mais voilà. Oui, enfin, voilà. Il faudrait qu'on nous dise un jour ce que tout ça veut dire, aussi. J'imagine qu'il y a parfois, on veut pas savoir. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Passons à la suite. Ah oui, ça déborde, évidemment. Je peux prévoir autant de place. Je peux prévoir autant de place que je veux dans le design. Il y a toujours quelqu'un qui va venir avec un truc qui dépasse et qui déborde. Amazon Web Service, ces trois mots-là, normalement c'est un mot. A comme AWS. Amazon normalement, ou AWS comme on a l'habitude de le dire aussi. On a parlé de ça la semaine dernière avec Sébastien. C'était juste arrivé juste 24 heures avant, si je dis pas de bêtises, le mercredi soir ou quelque chose comme ça. Et il y avait eu une panne et donc du coup quand il y a une panne chez Amazon, ça hurle, ça crie, ça part dans tous les sens. Et voilà, on avait évoqué ça sans trop savoir les tenants et les aboutissants. Heureusement, on en a appris plus, parce qu'Amazon a communiqué sur cette problématique. Et ça, tu peux nous en parler, Sébastien. Ouais, j'ai essayé d'être clair parce que c'est assez technique le communiqué qui a été donné quelques jours après par AWS pour expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est une coutume d'être ou une tradition, une coutume, je sais pas comment dire, d'être ouvert dans ces cas-là. Et quand les grands fournisseurs de cloud ont des problèmes de disponibilité d'un service, souvent, la plupart du temps, ils expliquent après ce qui s'est passé et ce qu'ils ont appris de cette panne et ce qu'ils vont mettre en place pour éviter que la même chaîne d'événements ne puisse pas se reproduire dans le futur. C'est un peu comme on fait avec les crashs d'avions également, parce que souvent c'est pas un événement évidemment qui cause des services, des indisponibilités de services comme ça, c'est une chaîne d'événements. Et ici, ça s'est produit sur une des 24 régions d'Amazon Web Services, qui est la région qui s'appelle par son petit nom US East One, donc en Amérique du Nord, tout près de Washington DC, avec un service, vous l'aviez mentionné la semaine passée, qui s'appelle Kinesis, qui est un service qui permet d'ingérer des données à gros volume. Parce qu'on a vraiment beaucoup de données qui arrivent et qu'il faut les ingérer très rapidement, pour les garder en buffer en quelque sorte avant de pouvoir les traiter. C'est ce service-là qui permet de faire ça. Et malheureusement, ce service est utilisé par des tas d'autres services, je vais en parler après, et donc ça a créé chez AWS une réaction en chaîne dans cette région-là, avec d'autres services qui, n'ayant plus leur Kinesis auquel ils envoyaient des données, ils ont aussi eu des problèmes. Donc tout a commencé par une augmentation de capacité. Ils ont rajouté plus de machines dans leur cluster qui implémentent ce service-là en prévision du Black Friday et de l'augmentation de trafic du Black Friday. Il se fait que ce service-là, pour des tas de raisons, sur les machines de front-end qui reçoivent les connexions des clients, où ils font l'authentification, ils ont aussi un cache, et ces machines doivent synchroniser ce cache. Si moi je reçois des données de toi, Marc, moi, serveur numéro 1, je dois dire au serveur numéro 2, 3, 4, 5 que c'est moi qui ai les données de Marc pour le moment. Et donc, chaque serveur a une connexion réseau vers les autres serveurs de ce groupe de clusters. Et cette connexion réseau, elle est gérée par une thread en programmation. Une thread, c'est un peu comme un process, une application qui démarre. Et donc, des threads, ça permet à une application de faire plusieurs choses en même temps sur un CPU. Et ces threads, elles sont limitées au niveau du système d'exploitation. Tous les systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Mac, ils ont une limite hardcodée dans le système d'exploitation, enfin paramétrable, mais qui est un maximum de threads. Et donc, comme on a augmenté de la capacité, comme ils ont augmenté de la capacité, il fallait plus de threads de communication parce qu'il y avait plus de serveurs et ils ont atteint cette limite du système d'exploitation. C'est une configuration qui n'avait pas encore été testée. Alors, le temps de comprendre d'où ça venait, de mitiger le truc, il a fallu redémarrer tous ces serveurs, mais on parle de flotte de centaines de serveurs, hein, donc on ne peut pas tout arrêter d'un coup et redémarrer d'un coup. C'était par petits groupes de 10, 15, 20 serveurs.
Il se trouve que leur procédure de boot est très longue aussi, parce qu'ils doivent repopuler ce cache justement, se resynchroniser avec les autres serveurs, et donc ça a pris des heures et des heures. Je crois que l'indisponibilité de service c'était 15 heures. Il se fait qu'il y a des tas d'autres services qui utilisent Kinesis, notamment les services qui ingèrent des logs, qui génèrent des alertes, qui permettent de déclencher ce qu'on appelle du scaling, c'est-à-dire rajouter des services, rajouter des machines dans une flotte ou diminuer le nombre de machines dans une flotte. Tout ça dépend indirectement de Kinesis, et donc il y a eu cette réaction en chaîne qui fait que il y a d'autres services qui ont été indisponibles, des services d'authentification. Si vous alliez sur meetup.com par exemple, la page non authentifiée fonctionnait, la page authentifiée ne fonctionnait plus parce qu'ils utilisaient le service d'authentification qui lui-même dépendait de Kinesis. Et des tas de services web sur Internet ont été impactés par cela. Tous les services qui utilisaient uniquement la région US East One, évidemment. Les services qui étaient déployés dans d'autres régions, notamment en Europe, n'ont pas souffert de cette panne puisque le réseau AWS est conçu pour que ces 24 régions soient totalement isolées les unes par rapport aux autres. Une panne dans une région n'impacte pas les autres régions. Donc voilà, l'article que tu as à l'écran et qui est dans les notes du podcast est assez technique, assez... je vois ça. fouillé, détaillé. Oui. Il explique vraiment la chaîne d'événements et les actions qui ont été prises et les actions qui seront prises dans le futur, parce que maintenant, il va y avoir une phase de plusieurs semaines de re-engineering. Une des choses qu'ils vont faire notamment, c'est mettre des plus gros serveurs, parce que s'il y a plus de gros serveurs, on aura des plus gros caches, donc on aura besoin de moins de serveurs dans le cluster, donc moins de connexions vers les autres. Ils vont essayer aussi d'augmenter la limite du nombre de threads de système d'exploitation. C'est le truc tout bête à faire, mais ça doit se tester. On fait pas ça comme ça sans essayer, sans voir s'il n'y a pas d'autres conséquences. Il parlait aussi de diminuer les dépendances des autres services vers Kinesis. Donc si Kinesis est plus là, la plupart des autres services, ils peuvent garder en mémoire 15, 20, 30 minutes de données, mais après, il y avait plus, et c'est ça qui s'est passé. Donc, ils vont réarchitecturer les autres services pour que, en cas d'indisponibilité prolongée de Kinesis, les autres services continuent de fonctionner, peut-être en mode dégradé, mais continuent de fonctionner. Donc, il y a plusieurs chantiers en parallèle qui sont partis là pour les semaines, les mois qui viennent, pour éviter que cette chaîne d'événements-là ne se passe plus. C'est le deuxième plus grand event de non-disponibilité. Le dernier, c'était il y a 3 ans, quelque chose de similaire sur un autre service Amazon S3 pour d'autres causes, enfin similaire par l'impact que ça a eu, mais pour d'autres raisons techniques. Donc une fois tous les 3 ans, ça peut arriver. Oui, c'est ça. Enfin, ça ne devrait pas, soyons très clairs, mais ça arrive, manifestement. Je me rappelle, la semaine dernière, j'avais posé la question, mais j'ai pas eu de réponse. Peut-être que Xavier va pouvoir le dire, lui qui développe également. C'est de savoir si, côté développeur, donc les clients d'Amazon Web Services, peuvent-ils mettre en place des outils qui permettent, justement, en cas de défaillance de leur fournisseur de services, de eux-mêmes pouvoir router d'une manière différente les différents éléments. C'est faisable. Maintenant, il faut savoir qu'il y aura toujours un point sensible qui sera sujet à une faille éventuellement. Donc, si tu as toujours un maillon de la chaîne qui va être critique, c'est la partie qui va rediriger vers les autres services qui pourraient tomber en panne. Si celui-là tombe en panne, mais il y a toujours un premier point de contact qui va rediriger pour faire ce qu'on appelle du load balancing notamment, ou du failover. Donc c'est la répartition des charges entre les serveurs pour que les serveurs restent tous à un certain niveau de performance. Ça peut d'ailleurs être automatisé. On peut avoir des serveurs qui se mettent en route automatiquement quand on atteint un certain seuil, ou une redirection quand un serveur tombe en panne. Mais il y a toujours un service qui redirige ça, et si ce service tombe en panne, c'est un souci. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Il ne faut pas créer un maillon faible dans la chaîne non plus. C'est ça qu'il faut éviter. Il y a deux choses quand on parle d'architecture. Il y a une, c'est les dépendances, c'est ce que tu expliques, éviter le maillon faible, donc mettre tout en redondant, qui est 2 load balancers, 2 serveurs. Bon, à l'échelle d'AWS, pour leur service, il y a des centaines de serveurs, etc. Mais il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet de souffle, en anglais le blast radius, qui est de compartimentaliser. Tu sais, dans un bateau, on crée des compartiments pour que s'il y a une voie d'eau, l'eau ne passe pas partout. Ça a super bien marché sur le Titanic.
Il y a moyen de faire la même chose dans un système informatique pour vous dire, voilà, les clients, je vais prendre un mauvais exemple, mais dont la première lettre du prénom va de A à C, ils sont sur cette flotte de machines. Ceux qui sont de D à F, ils sont sur cette flotte de machines avec des machines indépendantes, de manière à ce que si une flotte tombe, eh bien seulement ces clients-là sont impactés et pas tout le monde. Ça s'appelle compartimentaliser une architecture. Alors on fait pas ça sur la première lettre du prénom, c'est un très mauvais exemple. Mais il faut essayer de répartir ça de façon plus uniforme. Mais il y a des techniques et la preuve est que les méga services qui utilisent AWS, Netflix par exemple, tourne entièrement sur AWS, à part pour leur CDN, ils n'ont pas été impactés. Même dans la région Amérique du Nord, les clients de Netflix, ils n'ont rien remarqué, ça continue à marcher tout à fait normalement. Donc il y a moyen, quand on met le temps, l'argent, malheureusement aussi, et le temps, le talent pour construire des architectures qui peuvent se répliquer sur plusieurs régions, il y a moyen de le faire. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de Netflix, évidemment. En même temps, se répliquer sur plusieurs régions, alors ça, c'est bien beau comme ça sur le papier, mais on se rappelle, c'était arrivé, je pense, chez OVH il y a 1 an ou 2, où effectivement, cette réplication a fait un effet boule de neige et a entraîné dans sa chute l'ensemble des différentes infrastructures. Donc il faut aussi se méfier de ce genre d'effet-là. Comme tu parles de compartimentage, un peu, alors plutôt à l'image des sous-marins, du coup. Ils sont déjà sous l'eau, comme ça. Et ça semble avoir montré une certaine efficacité. Il faudrait pas que, à force de compartimenter, finalement, à un moment donné, il n'y ait plus d'air, quoi. Il faut se méfier de ça aussi, non ? Xavier ? Moi, j'avais une autre réaction instinctive, c'était lié au fait que on pourrait tout simplement ne pas compter sur un seul fournisseur. C'est-à-dire faire du failover, du load balancing sur différents fournisseurs. C'est ce que suggère un de nos auditeurs sur le chat. Le live nous disait la même chose. Donc, instinctivement, c'est une réaction en tant que client. Évidemment, ça demande des moyens financiers parce que c'est pour des startups, ça a un coût. Et pas seulement le coût du service, mais aussi le coût des ressources humaines qui sont capables de gérer ces différents services. Je suis le premier à avoir demandé à Seb, tiens, comment ça se passe chez Amazon pour telle ou telle chose, parce que nous on utilise plutôt Google dans notre cas. Ben voilà, c'est un exemple. Donc ça a des coûts. Maintenant, il faut voir jusqu'où on va aller dans la redondance. C'est vrai que pour les applications qui sont vraiment critiques, qui servent à un très grand nombre de personnes, il faut mettre des mesures en place qui sont importantes. Mais même quand on met tout ça en place, on dépend parfois encore d'autres services. On avait eu un exemple avec les personnes qui se loguaient avec Facebook à un moment. Donc, ils ont développé des applications qui sont super bien gérées avec du load balancing, etc. sur plein de serveurs. Et puis, en fait, c'est simplement le service d'authentification de Facebook qui est tombé en panne. Et toutes ces applications qui permettent de s'authentifier avec Facebook sont rendues inaccessibles alors que les serveurs tournent parfaitement. Donc, voilà, c'est tous des cas. Il n'y a pas de solution encore miracle à part mettre les moyens. Mais il faut pour ça il faut vraiment avoir des appuis solides humains et financiers. Et tu as touché du bout du doigt, Xavier, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'aspect économique de la solution. Alors, il faut évaluer ça aussi, quelque part, se dire, effectivement, tu rappelais que ça arrive une fois tous les 3 ans, en tout cas qu'il y a de telles communications un peu négatives tous les 3 ans. Est-ce que, en tant que client, est-ce que c'est pas supportable quelque part de dire on sait que ça peut arriver et que donc vu le coût, on peut. Ça dépend des applications. Netflix ne peut pas se permettre d'être down pendant 10 heures. Mon site web perso, je m'en fous s'il est down pendant 10 heures. C'est ça. Donc voilà, c'est une question. Est-ce que le client va pouvoir le justifier à son propre client d'une manière ou d'une autre? Il y a des contrats qui définissent. Donc c'est ce qu'on appelle les SLA, les Service Level Agreements. Si tu t'engages avec ton client de faire un certain niveau d'uptime, donc c'est-à-dire de disponibilité de service, tu dois prendre les mesures qui vont derrière. Mais forcément, tu refactures ces coûts à ton client. Oui. Donc tout dépend des besoins, quoi. C'est ça, voilà. Ça va coûter quelque chose à Amazon, cette mésaventure, ou on sait pas? Alors, il y a des SLA, des Service Level Agreements sur certains services Amazon. Je sais pas, honnêtement, s'il y en a un sur Kinesis, je devrais vérifier ça. S'il y en a, c'est sous forme de discount sur la prochaine facture. Donc, il y a un taux de discount appliqué sur la prochaine facture. Donc, ça pourrait, coûter dans le sens sortir de l'argent, probablement pas, mais non, mais sur le plan comptable, il y a moyen d'équilibrer c'est ça. Il y a sans doute un coût caché aussi, c'est certains
clients qui risqueraient de migrer une partie de leur service sur un autre ou de rajouter une partie vers d'autres. Voilà, c'est ça. Caché, ça. Un coup d'image, un coup de réputation. Oui, c'est ça, et qui fait que lors des prochains développements, quand il s'agira de revoir l'architecture, on dira attention, on s'est souvenu que, et voilà, ça peut être dommageable aussi peut-être à terme. Bon, merci en tout cas pour cet éclairage. On essaye de faire ça. Pas trop technique. Non, mais ça va. On peut. Ça suit là. Je vois que ça suit dans la conversation, donc c'est que c'est pas si technique. Enfin, c'est technique, mais c'est pas non plus totalement abscon. J'ai envie de dire. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on annonce des choses. C'est une revue de presse, je le rappelle. Et on n'a pas toujours les retombées derrière. On le dit souvent pour tout ce qui est amende européenne sur les GAFA et les trucs du genre. On dit ils ont une amende, bien, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont payé derrière ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? On ne sait jamais. Quand on a la possibilité de pouvoir rebondir sur l'actualité, de pouvoir dire tiens, voilà, on en a parlé, mais c'était incomplet ou ça a été rectifié, ou etc. On essaye de le faire. C'est un petit peu voilà, comme ça qu'on fonctionne également, contrairement à, je veux pas être méchant, mais à certains de nos confrères qui balancent l'information, et puis une fois qu'elle est balancée, après, il peut pleuvoir, on s'en fout, on passe à la suite. On va passer à la suite d'ailleurs aussi, parce que là, on a fait le tour. On va parler de biologie, B comme biologie, parce que voilà, dans les technos, on parle aussi bientôt, on a déjà parlé cuisine chez les technos, donc on parle de temps en temps de jouets, voilà. Pourquoi pas de biologie DeepMind, une découverte importante sur les protéines. Je m'attendais pas à annoncer un titre pareil parce qu'il est venu après. Tu l'as rajouté, Xavier, à un moment donné. Et donc voilà, je suis un peu Marie parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, ça m'arrange très bien qu'on ait parlé longtemps à la news précédente, donc je vais être un peu plus bref sur ce sujet-ci parce que je le maîtrise beaucoup moins aussi. Mais donc c'est DeepMind, une division d'Alphabet, donc la société Google, qui affirme avoir résolu l'un des défis informatiques les plus difficiles au monde. C'est en gros de pouvoir prédire avec précision comment se replient les molécules de protéines et donc comment évolue ce genre de mécanisme. Donc c'est la clé notamment pour comprendre par exemple des processus biologiques et traiter des maladies comme le Covid-19, comme la Covid-19 notamment. Et l'organisation qui est basée à Londres souligne que ces découvertes ont été vérifiées par des organisateurs d'un concours qui est organisé tous les 2 ans pour tester des modèles informatiques. Ça s'appelle le Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Et DeepMind a nommé son système de prédiction du repliement des protéines AlphaFold. L'équipe qui a été mise en place en mars a prédit 2 structures du virus SRAS-CoV. Donc on voit clairement qu'il y a des impacts sur des recherches en cours. Et ils ont réussi à prédire 2 de ces structures qui ont été identifiées séparément des mois plus tard par les chercheurs. Donc grâce à DeepMind, on a pu prédire réellement comment allaient évoluer certaines protéines et ça s'est avéré juste. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que pour pouvoir faire cet apprentissage, puisque c'est du machine learning notamment, ils ont utilisé un échantillon qui est assez petit par rapport à d'autres cas de machine learning. On sait que le machine learning se base sur un tas de données qui doivent être ingurgitées par le processus qui va les analyser au fur et à mesure. Ici, ils sont basés, si je me trompe pas, sur 170 000 entrées, ce qui est relativement peu en termes de machine learning, et ça montre clairement le potentiel de cette solution, et ça montre les applications potentielles pour la prédiction de formes de virus qui ont muté notamment. Ok. Oui. Bon, alors, on va pas s'étendre. On en avait parlé. On en avait parlé, alors pas de DeepMind, mais il me semble que c'est moi qui en avais parlé dans un épisode au mois de mars, avril, peut-être mai, du pliage de protéines, le protein folding, et on avait parlé notamment vous vous souvenez du réseau SETI at Home pour détecter les signaux d'extraterrestres en utilisant les cycles non utilisés de vos PC à la maison, et il y avait un projet similaire pour faire du pliage de protéines à grande échelle, donc créer un cluster avec tous les PC au sens large, Mac, PC, non utilisés. C'est exactement ça. On parle de la même chose là, par d'autres moyens, mais c'est le même genre de recherche, le même angle de recherche.
On sent que là, on touche à des domaines, alors bon, moi je maîtrise absolument pas, voilà. Mais c'est intéressant de voir vers quoi ça peut évoluer, mais il faudrait qu'on s'y applique un peu plus, qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, et qu'on s'entoure aussi de gens qui ont les compétences. Alors donc, si je vous fais un appel, hein, si vous avez les compétences là-dedans, que vous sentez capable de venir nous l'expliquer, peut-être, ou de nous apporter une petite pierre à l'édifice, vous êtes évidemment le ou la bienvenue dans ce domaine-là, parce que là, mais c'est super intéressant et super passionnant comme genre de découverte. À suivre, j'ai envie de dire dans ce cas-ci. Sébastien. Folding at Home, c'est le nom du projet. Oui, c'est ça. C'est KNGL qui le met sur le chat de Twitch. Qui avait repris un peu la même dénomination, justement. Ok. Bon, on passe à la suite. Alors, hier soir... on discute entre nous souvent pendant la semaine, en soirée, souvent d'actualité, et de temps en temps, on échange aussi nos petites découvertes des uns et des autres. Et il s'est passé un truc, j'ai vu mon ordinateur qui s'est mis à vibrer sur la petite table à côté de mon canapé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? L'autre Sébastien, qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, voilà. Et là, on va vous expliquer de quoi il s'agit. On est à la lettre D comme DNS. Quand on coupe le DNS, imaginez, vous avez un site internet en .be, là en l'occurrence, et pour une raison liée à la protection des données, on décide de fermer votre site sans décision de justice. J'ai presque l'impression aussi. Non, justement, c'est ça qui pose problème. Voilà, c'est ça qui pose problème. Hein. C'est que sans décision de justice, donc sans passage chez un juge, sans même avoir la possibilité de se défendre, boum, on peut fermer votre site et vous faire perdre du coup beaucoup d'argent aussi. De quoi s'agit-il? Il va falloir nous expliquer ça un petit peu dans le détail, Sébastien. Alors, DNS, désolé si vous êtes expert en informatique, mais vous savez déjà ce que c'est que le DNS. Oui. Pour les autres, un petit rappel en 2 minutes, qu'est-ce que c'est que le DNS? DNS, c'est Domain Naming System. C'est l'annuaire d'Internet. Comme quand, à l'époque, des numéros de téléphone, vous deviez prendre un annuaire téléphonique pour trouver le numéro de quelqu'un que vous connaissez et que vous voulez appeler. Sur Internet, c'est la même chose. Quand vous tapez www.lestechno.be, votre navigateur va faire une requête, ou votre système d'exploitation plus précisément, va faire une requête DNS pour dire, dites, c'est quelle adresse ce nom-là. Il y a un serveur DNS qui souvent est celui de votre Internet Service Provider, donc celui qui vous fournit l'accès câble ou fibre à la maison, qui va répondre en disant c'est l'adresse IP 1.2.3.1.4 et là-dessus votre ordinateur saura qu'il doit faire une connexion vers ce protocole-là. Autant dire que sans DNS, il n'y a pas d'Internet. DNS est un très vieux protocole, il a aussi vieux qu'Internet. Il n'est pas super sécurisé, ça s'améliore un peu. On pourra peut-être en parler une prochaine fois avec des trucs comme DNSSEC, etc. Mais c'est... Moi, je considère ça comme encore un maillon faible un peu d'Internet, le DNS. Celui qui contrôle le DNS contrôle tout et c'est assez facile de prétendre être un serveur DNS alors qu'on n'est pas autorisé à le faire. Mais c'est vraiment la pierre angulaire d'Internet. Sans DNS, il n'y a pas... Ou alors il faudrait retenir les adresses IP, ce que certaines personnes pourraient peut-être faire. Mais la plupart des gens... C'est pratique pour communiquer, ça. Alors, évidemment, surtout, ça ne suffit pas. Surtout, ça ne suffit pas. Il y a des trucs en plus. Une adresse IP. Hein. Souvent, il y a des sites qui sont multi-hostés, donc il y a plusieurs sites sur la même adresse IP. Et ça n'aide pas. Puis le DNS sert à des tas d'autres choses aussi pour le mail, aller là-dedans. Donc DNS, pièce clé, et c'est une architecture qui est étonnamment résiliente vu l'âge qu'elle a et le peu de sécurité qu'elle a, parce qu'il peut y avoir des pannes de DNS partout et globalement, Internet continue de fonctionner. Mais quand vous avez une panne dans un système informatique, quand c'est pas AWS, cherchez côté DNS. Souvent, c'est de ce côté-là qui a le problème. Ça fait toujours partie des top 3 problèmes à vérifier. Donc, il y a aussi une association qui gère les noms de domaine. Donc oui, c'est ça que je disais. Le DNS est hiérarchique. Si mon ISP n'a pas l'adresse que je lui demande, il va demander à un niveau au-dessus, puis à un niveau au-dessus. Donc on va remonter dans les noms www.lestechno.be. On va d'abord demander au local. Si on n'a pas, on va demander tiens, c'est qui est le DNS de lestechno. On va demander à .be, c'est qui le DNS de lestechno, et puis on va aller demander au DNS de lestechno, c'est quoi www chez toi. Donc ça fonctionne par niveau hiérarchique, etc. Et comme dans beaucoup de pays, il y a une association en Belgique qui gère le
root domain, le .be, donc c'est le master DNS pour tout ce qui est .be. Donc c'est lui qui va dire que le DNS de lestechno.be, c'est le hosting provider que tu utilises. Donc si lui ne répond pas bien ou répond mal, c'est la même chose, tu vas me dire, mais non, ne répond pas ou répond quelque chose de biaisé, sciemment biaisé, je vais y venir, vous ne pouvez pas accéder au site web que vous voulez visiter. Il se trouve qu'il y a une autre association en Belgique qui s'appelle l'Autorité de protection des données, ici après APD, qui est hébergée rue de la Presse numéro 35 à 1000 Bruxelles, représentée par Monsieur Machin Président. Et l'APD et DNS Belgium ont conclu un contrat. Le rôle de l'APD, c'est de vérifier le respect de la vie privée, si j'ai bien compris, la protection des données, et notamment donc le respect des règles RGPD, GDPR, sur le stockage des données personnelles. Et l'APD et DNS Belgique ont signé un contrat qui dit que si l'APD détecte qu'un site web est en violation flagrante de la RGPD, j'insiste sur violation flagrante, il suffit d'envoyer un email, que l'APD envoie un email à DNS en disant ce site web-là n'est pas valide, et l'APD redirigera, et le DNS.be redirigera les requêtes adressées à ce site web-là sur une page standard, où en gros, au lieu de répondre par l'adresse IP du site, ils répondent avec une autre adresse IP qui pointera vers un site standard qui dit ce site est désactivé pour le moment, revenez un peu plus tard. Alors, je vous passe les détails du contrat, il y a toute la procédure, il faut répondre en les 2 jours, machin, il y a un droit de recours, etc. Mais ça veut dire que sur simple dénonciation administrative de l'APD, qui personnellement, moi je sais pas comment elle fonctionne, c'est qui, comment, peut bloquer tout le trafic qui va sur un site web avec peu de possibilités de recours et tout à fait en dehors des recours judiciaires ou des circuits judiciaires traditionnels. C'est ça qui est effrayant dans cette nouvelle-là. C'est effrayant. Et alors, si vous vous dites, ouais, mais c'est en Belgique, ça va arriver partout, en fait. En tout cas, en Europe, puisque l'APD, en l'occurrence, tu l'as dit, c'est une instance belge, mais qui a été créée à la demande de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a demandé aux États membres, à chaque État membre, de nommer une instance qui va, justement, un espèce de gendarme, oui, qui va contrôler que le RGPD est bien respecté. Et donc, si ça arrive chez nous, en Belgique, ça va arriver en France, ça va arriver en Espagne, en Italie, etc., puisque j'imagine que le rapport, entre guillemets, entre le gestionnaire de la zone de nom de domaine, que ce soit en Italie pour .it, en France pour .fr ou que sais-je, ils vont avoir le même type de rapport. Enfin, j'ose le supposer, qu'on n'est pas ici face à une exception belge. Alors, dans le contrat, ils disent bien violation flagrante. Alors, je ne suis pas juriste. C'est quoi une violation flagrante? J'ose espérer que le plombier du coin qui collecte des adresses e-mail pour sa newsletter sur les techniques de plomberie n'est pas une violation flagrante du RGPD et qui ne risque pas de mettre son site web à l'écart. C'est tout le souci d'après moi. C'est tout le souci d'après moi, c'est que comme tu peux pas te défendre de la décision réellement, c'est fort subjectif, quoi. Une violation flagrante, c'est quoi? Si c'est pas défini clairement sur un contrat et comme personne ne le sait en plus, c'est délicat. C'est plus technique, là, c'est juridique. Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est long à lire, et c'est pour ça que ce sont pas nécessairement des techniciens ou des gestionnaires de nom de domaine qui vont lire le document, mais plutôt des juristes. Et donc voilà, ça pose quand même question de voir de cette manière une telle emprise sur des opérateurs privés ou même publics, de cette manière-là. De manière aussi violente, ça pose quand même effectivement plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse, évidemment, comme toujours. Hein, comme ça, nous on pose des questions, on n'apporte pas nécessairement toutes les réponses. Enfin, peut-être pas toutes. Et ce contrat est en vigueur depuis le 1er décembre, donc il y a 2 jours, alors on enregistre ce podcast, et il s'autorise également via l'article 9 à étendre la portée de ce contrat sur d'autres top-level domain names, donc les noms top-level belges, que sont .Vlaanderen et .Brussels.
D'accord, oui, qui sont aussi des noms de domaine qui sont gérés par dns.be. Allez, où que vous soyez, d'ailleurs, vous pouvez taper dns.be, dns.be étant l'association qui gère le DNS. Voilà. T'as pas de quelque chose, Sébastien? Je vois ta tête qui change tout d'un coup. Je vois mon fond qui clignote rouge, vert, etc. Si ce n'est que moi, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a une lampe qui a commencé à clignoter quelque part, mais ici, il n'y a rien qui a changé. T'es bizarre, c'est juste t'es bizarre. C'est-à-dire que par moment, tu es 3 pixels qui se battent en duel, et l'instant d'après, ça va. Et donc, voilà. Mais ce sont des choses qui arrivent. Vous avez eu quelques secondes, vous êtes rentré dans les coulisses des technos quelques secondes en voyant la conduite. Donc, ceux qui font un arrêt sur image peuvent avoir la suite du programme. Voilà. Mais bon, en même temps, si vous voulez avoir la surprise, il suffit de rester. Un spoil. Voilà, on a un peu spoilé. Voilà. Il va falloir que je change d'ailleurs 2-3 paramètres après. J'y pense maintenant. On continue. J'ai comme gadgets. De quoi qu'on cause, Xavier, des gadgets Looking Glass, plus qu'un simple cadre photo numérique. De quoi s'agit-il? Justement, si Seb aime bien toutes les couleurs et les effets spéciaux, etc. Ici, c'est une start-up new-yorkaise qui est spécialisée dans l'holographie. Sa dernière invention s'appelle Looking Glass Portrait et c'est un cadre photo numérique avec une caméra Kinect qui est sur le dessus. C'est un lancement qui se fait sur Kickstarter qui demandait à la base plus ou moins $40,000 ou 40 000 euros, pardon, pour être fondé et qui en a récolté, au moment où j'ai parcouru la news, plus d'1 200 000 euros pour un prix early adopter de 165 euros. Alors le bidule, c'est quoi? Donc c'est un cadre photo numérique, mais qui va pouvoir, indépendamment d'un ordinateur, pouvoir afficher n'importe quelle photo sous forme d'un hologramme, grâce à un logiciel qui s'appelle Looking Glass Portrait, mais avec la puissance d'un ordinateur. Donc si on le combine à un ordinateur, on va pouvoir afficher un hologramme en 60 images par seconde. Le prix final lors de la commercialisation sera de $350 avec une sortie prévue. Alors c'est avec le projet Kickstarter, donc on peut s'attendre à des retards comme souvent, mais c'est en mars 2021. Et le kit complet, lui, qui est vendu en fait à $999 pour les early adopters, va permettre de pouvoir passer des appels vidéo en mode holographique. Alors j'imagine qu'il faut que son interlocuteur ait aussi la même chose, ou alors ça va simplement pouvoir être affiché son interlocuteur en mode hologramme. Alors donc c'est hologramme, c'est un petit peu l'effet qu'on a sur des iPhones maintenant ou sur Facebook quand on peut voir des photos légèrement en 3D quand on incline le téléphone. Mais ici c'est vraiment un peu plus poussé que ça, puisqu'on a vraiment une vision qui a l'air d'être en 3D, comme le fait un hologramme classique. Le prix final du kit complet, lui, quand il sera publié, sera de 1499 euros ou dollars, pardon. Donc c'est pas un objet des plus abordables. Ce sera en plus produit en série limitée. Voilà, un gadget, comme je l'ai mis. Est-ce que c'est quel est votre avis sur la question, utile ou pas? Je viens de le voir, encore un autre usage du fameux lidar dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents. On a une vidéo explicative, une démonstration, s'il n'est pas bidonné, c'est quand même assez impressionnant de voir le résultat. Enfin, moi, je trouve ça assez sympathique. Alors après, ouais, effectivement, vu le prix, c'est pas demain la veille qu'on va vous produire des séries ou des stories TikTok de ce format-là. Je veux dire. Non, mais ça montre l'évolution quand même. Oui, bien sûr. Vas-y, Seb. D'un autre côté, ça faisait bien 15 ans que j'avais plus entendu parler de frame photo, de frame pour... Donc je suis content de voir que le concept n'est pas été abandonné, qu'il existe toujours là, mais c'est quelque chose qui était assez à la mode avant. Il y a eu un téléphone comme ça, enfin, de nouveau, c'est pas pour parler d'Amazon, mais la tentative malheureuse d'Amazon de créer des téléphones, ils avaient cet effet holographique dans le fond, et j'utilisais ça comme démarqueur, comme différenciateur pour essayer de le vendre.
Autant dire que ça n'a pas suffi. Et Denis sur le chat qui nous rappelle cette scène avec la princesse Leila dans Star Wars. On y est quasiment, hein, c'est quasiment ça, sauf qu'elle nous parlera pas. Désolé Denis, c'est pas pour cette fois. Mais moi, je trouve ça, c'est vrai que c'est pas mal, comme tu dis Xavier, ça montre aussi l'évolution des choses. Il faut toujours qu'il y ait un premier qui se lance. Voilà, je suis pas convaincu effectivement que ça va avoir un énorme succès. Ceci dit, des gens qui se fabriquent des objets un peu de ce genre-là, on voit ça de temps en temps, des makers avec plein d'imagination qui te font des espèces de pyramides en plexiglas et des choses comme ça pour faire des animations. Et ça, on en voit quand même pas mal. C'est vrai que ça vaut le coup quand même de se pencher un peu sur la question, mais je pense que c'est plus un truc. Là, j'y réfléchis en parlant, hein, mais c'est plus un truc de makers, en fait. L'acheter tout fait, ça a moins de charme, quelque part. Ah non Toi qui fabriques des broles. Je pense que ça va se standardiser petit à petit. Donc, pour le moment, on n'est qu'au début. Ça nous paraît encore inutile du tout. Mais finalement, ça sera certainement une technologie qui va se standardiser petit à petit. Et tu pourras passer tes appels avec une vue 3D. Et ça te paraîtra tout à fait normal dans quelques temps. Oui. Et du coup, ça paraîtra plus superflu. Attention. Parce que tout le monde l'aura. Et voilà. Peut-être. Moi, je dis peut-être. Parce qu'il faut voir ce que ça apporte réellement. Qu'est-ce que ça apporte ? Tu vois, quand on est passé du noir et blanc à la couleur, en film, en cinéma, ça apportait quelque chose. Ça apportait de la crédibilité, ça apportait de la vie, ça a perdu. On a fait perdre aussi des choses à cause de la couleur, mais ça, voilà, on était plus proche de la réalité, une espèce de fidélité. Bon, la troisième dimension, le côté 3D, ça, tu vas me dire, ça, oui, ça, on se rapproche aussi de la réalité, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ça dans notre poche Mais en fait, c'est comme pour la télé, hein, t'as des partisans de la télé en 3D, et t'en as d'autres qui n'en veulent pas et qui trouvent pas ça du tout utile. Les télé 3D, ça existe encore ? C'était la mode il y a 2-3 ans, etc. Ça existe encore. Est-ce que ça se commercialise encore ? Je sais même pas. En fait. Je pense que c'est toujours dans les télés le font, mais ils n'en font plus la publicité. Mais ça, je me rappelle, vous vous rappelez tous des CES, il y en a eu 2 d'affilée, je pense, où il n'y avait que des télévisions 3D avec des lunettes, sans lunettes, machin, etc. Ça allait être l'avenir, c'était la révolution, et tout le monde avait mal de tête et disait « Oh, c'est bien, c'est chouette, mais j'ai mal de tête ». Et donc, et finalement, c'est même pas devenu un argument de vente, parce qu'il y a tellement peu de production dans ce format-là en plus, qu'à part quelques dessins animés en Blu-ray, il n'y a pas eu grand-chose en production. C'est ça aussi. Par contre, au cinéma, on commence à... J'ai lu une news, je me souviens plus de tout, mais apparemment, ils commencent à faire de la 3D sans lunettes. Et donc, où que tu te situes par rapport à l'écran, ça fonctionnerait. Et ça peut être quand même un cap s'ils arrivent à démocratiser ça et à le rendre accessible à tout un chacun. Ça pourrait être accélérer l'adoption. Là, c'était l'accessoire lunette qui était peut-être le frein. Il faut le reconnaître aussi. C'est vrai que s'il n'y avait pas les lunettes, mais il y a eu, je pense que LG avait fait une proposition. Il y avait des télé sans lunettes. Ouais. Mais il fallait être en face de l'écran, parce que si ton épouse était à 45 degrés à droite et le fiston à 45 degrés à gauche, eux, ils avaient que la moitié de l'image. Donc, c'est ça aussi le problème. Donc, il n'y a pas de solution. Tant qu'il n'y aura pas une solution facile, concrète, simple, machin, etc., on ne pourra pas préjuger de ce qui va se passer derrière, et après il faudra créer effectivement les outils, soit pour créer le contenu à regarder, soit pour transporter l'image que l'on va regarder d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça s'active, je vois qu'on parle de Mélenchon. Oui, puisqu'il a fait des meetings électoraux en hologramme, et puis il y a des chanteurs qui font ça aussi, il y a eu un concert, c'était à part, enfin, où récemment... Il y a eu la Jean-Louis Aubert aussi. Ouais. Il y a eu un spectacle avec la Calas. Alors j'étais très déçu parce que je pensais qu'ils avaient modélisé en 3D la Calas sur base d'images d'archives. En fait, c'est une comédienne. Alors autant faire venir une comédienne sur le plateau. Hein. Ça veut dire voilà. Mais voilà, il y a des essais comme ça et puis voilà. Mais il en reste jamais grand-chose derrière. C'est un peu dommage. Affaire à suivre. J'ai envie de vous dire.
M1, on va en reparler une troisième fois, hein, parce que depuis que la présentation a eu lieu, c'est vrai que c'est un petit peu le sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, parce que, bah oui, il y a des benchmarks, il y a des gens qui s'en servent, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le plébiscitent, ce fameux processeur M1 d'Apple. Et là, le titre est quand même un petit peu vendeur, c'est quand M1 accélère Windows. Sébastien, il faut expliquer un peu le contexte. Ouais. D'abord, j'ai oublié de le mettre dans les notes du podcast, je peux te l'envoyer juste après, Marc, un article un peu plus nuancé sur le M1, parce que tous les benchmarks dithyrambiques qui venaient d'Apple. Ça, on peut en parler, oui. Et puis, je crois que tous les benchmarks ne provenaient pas d'Apple, mais tous ceux les plus positifs venaient de gens qui n'utilisent quasiment que des applications Apple. C'est à ça que j'allais venir. On dirait que c'est un biais, et d'autres diront que c'est normal. Tant qu'on est sur des applications ARM, donc des binaires universels ou des applications spécialement compilées pour ARM, je ne conteste pas les performances, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui vous allez utiliser aussi des applications Intel qui seront émulées avec Rosetta. Et là, dans le blog que je lisais, les performances étaient nettement moins bonnes quand l'application ne crachait pas, tout simplement. Ouais. Évidemment, c'est une question de temps. Hein. C'est le temps que les développeurs s'adaptent. Et ça va très très vite, hein, parce que j'entendais par exemple, je fais une parenthèse 10 secondes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est un peu le domaine de la vidéo, et Final Cut Pro, en l'occurrence, est une application Apple qui fonctionne merveilleusement bien, d'après ce que j'ai pu voir de mes yeux, qui fonctionne vraiment très très bien sur un Mac Mini par exemple, dans de très très bonnes conditions. Mais quand on commence à intégrer des plugins tiers dans l'application, c'est là que ça commence à merdouiller gentiment, parce que ces plugins ne sont pas écrits pour ce type de fonctionnement pour ARM. Par contre, ceux qui écrivent des plugins, il y a quelques sociétés d'édition qui proposent des plugins, ils ont déjà une gamme qui fonctionne très bien, et ils y vont, quoi. Ils retranscrivent, c'est un petit peu la course contre la montre, avant que ne sorte le MacBook Pro 16 pouces ou l'iMac sous processeur M2 ou MX le prochain. Non. Tout ça, c'est une question de moi, et je suis certain que les choses ont beaucoup changé, mais enfin, c'était juste pour mentionner qu'il n'y a pas que des feedbacks super positifs non plus sur M1. Un autre article que j'ai lu, et celui-là, je l'ai mis dans les blogs, dans les notes du podcast, j'allais dire dans le blog, c'est un article d'Ars Technica, qui est une longue interview des créateurs du M1, qui répondent globalement aux questions pourquoi maintenant, pourquoi maintenant et comment. C'est une très longue interview de notamment Craig Federighi. Si vous avez regardé les keynotes d'Apple, vous avez vu ce monsieur, c'est le monsieur avec des cheveux blancs qui montrait, qui faisait les démos, etc. pendant la keynote. Et il y a une petite phrase dans cet article qui dit nous n'avons rien fait pour empêcher d'autres systèmes d'exploitation de fonctionner sur le Mac Mini, sur cette architecture M1. Si Microsoft veut sortir un Windows ARM qui tourne, ça ne tient qu'à eux, en laissant donc la porte ouverte aux vendeurs de systèmes d'exploitation. Ce qui n'est pas possible pour le moment, non pas à cause de raisons techniques, mais à cause de questions de licence. Donc la licence de Windows ARM ne permet pas de tourner sur ce type de matériel. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et il y a un hacker développeur assez talentueux, expérimenté, qui a beaucoup travaillé sur QEMU et sur KVM, le système de virtual machine. Il a travaillé pour SUSE pendant de longues années, qui s'est dit, tiens, essayons de faire tourner Windows donc sur un Mac Mini M1. Il a pris QEMU, qui est un logiciel de virtualisation, et il a installé Windows dessus. Ça n'a pas été sans panne, il a dû patcher QEMU, mais je répète, c'est un développeur qui travaille sur QEMU, sur KVM, il connaît ces choses-là. Dans l'article de ZDNet, il y a notamment le lien vers, c'est pas un GitHub, mais c'est un repo de code, où on voit les changements qu'il a dû faire dans le code de QEMU pour supporter ça. Mais ses efforts ont payé, et après quelques temps, il a réussi à faire tourner Windows sur un Mac Mini. Et là, il y en a d'autres qui ont... il a juste posté un petit tweet en disant ça des potes. C'est pas comme ça qu'il a dit, parce que c'était en anglais. Mais ça réagit bien. Et il y en a d'autres qui ont fait tourner des benchmarks, un benchmark que je connais pas, mais qui s'appelle Geekbench, version 3 ou 4, et qui ont des chiffres de résultats qui sont 4 fois supérieurs aux performances de Windows sur la Surface Pro. Donc la machine
je dirais équivalente. Je suis pas expert de la Surface, donc ne m'assassinez pas si c'est pas tout à fait équivalente, mais sur une machine comparable en tout cas, venant sur le plan marketing peut-être de chez Microsoft. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Et encore. Oui, c'est surprenant, comme si quelque part Microsoft n'en avait pas gardé un petit peu sous le coude, l'air de rien, tu vois. Aussi. Oui, parce que voilà, ils ont quand même lâché la patate. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, on va encore dire on est pro Apple. Non, il y a une réalité. Ils ont innové sur ce coup-là. Ils ont vraiment innové. Moi, je voyais des gens qui avaient lâché complètement Apple depuis quelques temps et qui maintenant disent tiens, ils me refont rêver, quoi. Ils renvoient de nouveau du rêve. De nouveau, c'est du marketing, hein, on est bien d'accord, mais du marketing avec quand même beaucoup de technologie et des résultats. Voilà, le gars qui te dit, moi j'ai fait un rendu 4K avec Final Cut Pro et j'ai mis ma main sur le Mac Mini et il était froid et il ne faisait pas de bruit. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi. Voilà. Mais c'est certain que si on fait la liste de toutes les applications qui ne fonctionneront pas, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas là jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine sur un MacBook Air ou un Mac Mini architecture ARM, bah oui, là la liste est longue, effectivement, c'est clairement, quoi. Le prochain processeur ne s'appellera pas M2 comme le signale quelqu'un sur le chat, puisque M2 c'est déjà un type de SSD, donc là aussi ça va être compliqué de communiquer quand on va vouloir aller chez son fournisseur et dire je voudrais un M2. D'accord, quel genre. Donc voilà, mais c'est intéressant quand même de voir comment tout d'un coup ça bouscule aussi ce qui est attendu en termes d'informatique. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, parce que ça ouvre une porte. C'est pas bon que pour Apple. Je pense qu'il va se passer des choses aussi dans le monde Linux, Microsoft et autres, non ? Non, mais c'est intéressant de voir ces initiatives pour accélérer les choses, pour rendre du matériel plus performant et des innovations là-dessus. Maintenant, j'avoue que j'ai pas suivi fortement la news parce que je ne travaille pas avec l'environnement Mac, je ne l'utilise pas et donc je m'y intéresse moins, tout simplement parce que je ne l'utilise pas, quoi. Donc, mais les initiatives qui tentent de développer des nouvelles fonctionnalités, Apple, tout ça, je félicite toutes ces initiatives-là. Et c'est sûr que il y a des personnes qui utilisent leur Mac pas que pour faire tourner du macOS, du Linux ou autre chose, des machines virtuelles. Voilà. Donc, si on a des processeurs qui sont plus performants, quel que soit qu'on utilise Mac ou autre, on a tout à y gagner, puisque même si c'est pour du Mac, ça pousse la concurrence aussi à développer des processeurs plus performants. Donc, ça crée tout le monde est gagnant. Ça crée un appel d'air et ça va profiter. En bout de course, ça profitera à tout le monde. Ça me semble assez évident. Ça ramène aussi, et ça c'est notre ami Benoît qui l'a tweeté il y a quelques jours, je pense, ou hier ou avant-hier, ou en tout cas qui a publié un tweet qui allait dans ce sens, c'est d'où l'importance aussi d'écrire pour la machine et d'être dans un écosystème. Apple, on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, maîtrise aussi bien le hardware que le software, et donc là on est de nouveau devant un exemple flagrant. Si vous n'utilisez que des applications Apple, vous allez être ravis, à mon avis, aujourd'hui déjà. Si vous utilisez d'autres applications, si vous êtes dans le graphisme et que vous utilisez les outils d'Adobe, il va falloir attendre un petit peu. Quoi qu'il paraît qu'il fonctionne plutôt pas mal avec Rosetta, donc l'application passerelle qui permet d'utiliser des applications nativement écrites pour Intel, mais sous l'architecture ARM. Apparemment, des choses comme Photoshop fonctionneraient plutôt pas mal, mais avec une stabilité relative. On va dire ça comme ça pour être gentil. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce sujet-là, pour pas en faire des caisses non plus, hein, mais parce que voilà. Non, c'était amusant de faire tourner Windows sur un Mac Mini juste quelques semaines après que le Mac Mini ait été disponible. C'est une belle performance, ça m'impressionne. Et de voir que ça marche, et que ça marche plutôt bien en plus. Oui, c'est ça. C'est ça qui est marrant. Il y a des gens qui ont du talent. Voilà, exactement. C'est le bon mot de la fin de cette rubrique. Je me rends compte que je vous ai pas encore donné un petit mot à publier, parce que vous arrivez ici, vous êtes déjà quasiment à la fin de l'épisode, hein, mais à 56 minutes, vous pouvez mettre, je sais pas, un petit mot, vous avez une idée d'un petit mot à publier en commentaire pour dire, tiens, je suis arrivé à la 56e minute. Q ému.
Pardon? C'est trop compliqué. QEMU, c'est le logiciel de virtualisation qui est utilisé pour faire tourner Windows sur le Mac Mini. QEMU. QEMU en 4 lettres. Ça va être drôle au niveau orthographique une fois de plus. En essayant de ne pas être censuré. Oui, c'est ça. Donc, je publierai. Si vous êtes bloqué, je publierai votre commentaire. QEMU, c'est le mot à publier en commentaire, juste pour la blague, mais aussi si vous avez des choses à rajouter, à dire, d'intelligent ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Hein. C'est le but aussi. Si on vous dit ça, c'est parce que effectivement, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, titiller les algorithmes, comme on dit, en particulier chez YouTube, ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus de visibilité, dont on a bien besoin par les temps qui courent, messieurs, dames. La lettre M comme mail, un service mail réputé sécurisé contraint d'ajouter une backdoor. Ça fait jamais plaisir. J'en avais parlé dans un épisode précédent sur les applications de messagerie. J'avais dit qu'il y avait que la police essayait d'imposer, ou c'était l'Union européenne qui essayait d'imposer des backdoors dans les applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, etc. Ici, c'est un fournisseur de services de messagerie allemand qui s'appelle Tutanota, qui a été contraint par décision de justice d'intégrer une backdoor dans ses serveurs par la police judiciaire qui voulait espionner la boîte de réception d'un maître chanteur présumé. Alors, Tutanota a fait l'appel à la décision de justice, mais comme l'appel n'est pas suspensif, ils sont quand même obligés de développer cette backdoor avant la fin de l'année. Et c'est un petit peu comique, on va dire, parce que Tutanota se targue d'être le service d'email le plus sécurisé du monde, en proposant des emails qui sont chiffrés de bout à bout. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'un service de messagerie instantanée ou mail, d'ailleurs c'est pareil, puisse introduire une backdoor, puisque c'est supposé être chiffré de bout en bout? En fait, le chiffrement de bout à bout ne fonctionne que entre utilisateurs de Tutanota ici. Donc, c'est-à-dire que les messages qui sont reçus d'un émetteur externe sont visibles par le prestataire de service qui va, lui, ensuite les chiffrer avec la clé publique de l'utilisateur. Et donc, au départ, les messages arrivent non chiffrés, ils sont ensuite chiffrés pour être délivrés à l'utilisateur, au destinataire. Alors c'est pareil chez ProtonMail, par exemple, qui est le principal concurrent de Tutanota sur le marché des emails sécurisés, et c'est exactement la même chose pour les applications de messagerie. Donc ici, on en avait parlé, c'est des décisions de justice qui finalement contraignent des applications qui se veulent sécurisées et qui prétendent pouvoir protéger la vie privée de manière absolue. On voit bien ici que ça n'est pas le cas, en tout cas pas totalement le cas si une des parties n'utilise pas le même service. Ok, bon, comme quoi il n'y a plus rien de sûr dans... Le mec, il a tout compris. On ne peut plus rien dire. On peut dire QEMU. Oui, on peut, ça on peut, mais ça on peut pas. Sébastien, un petit avis. Oui, il y a d'autres moyens de faire du backdoor dans du chiffrement de bout en bout. Si tu es l'intermédiaire qui émet les clés notamment, tu peux faire un service escrow au sens anglais du terme, de notarisation de clés, donc de garder une copie chiffrée des clés, ou de garder les données qui te permettent de redériver la clé que tu as distribuée à tes membres, et donc de pouvoir, le cas échéant, déchiffrer les messages. Donc il y a toujours moyen. J'espère qu'il y aura de plus en plus de résistance et d'associations, et pour ça j'aime bien regarder du côté de la Free Software Foundation. Ce sont des activistes militants, mais qui sont très actifs dans ce domaine-là, et qu'il y aura et Apple et des grosses boîtes aussi qui se mettent entre les pauvres petits consommateurs que nous sommes, qui n'avons pas beaucoup de poids, et les gouvernements qui imposent ce genre de technologie. Le problème, c'est que on le voit de plus en plus, c'est que de toutes ces libertés, de toutes ces possibilités techniques, etc., s'engouffrent aussi dans la brèche, entre guillemets, des gens moins bienveillants sans doute que nous, pour ne pas dire des malveillants, et que donc ça donne des arguments à ceux qui voudraient avoir accès. Faut être très clair. C'est clair que si il y a quelqu'un qui a tué un de tes proches, par exemple, et que pour le retrouver, il y a une manipulation technique de cet ordre
ordre-là à réaliser, tu seras 100% pour. Ça me paraît assez logique. Et donc, c'est difficile de trouver quel est le bon niveau, le bon dosage, les bonnes solutions. On n'a pas la réponse, nous, évidemment. Hein. Ça se saurait aussi si on avait cette réponse-là. Ce serait trop simple. Mais voilà, c'est toujours le problème. C'est comme le dark web. On dit toujours, le dark web, c'est là qu'il y a de la drogue, des putes, etc. Oui, sans doute. Mais c'est aussi là où il y a des activistes chinois qui peuvent venir discuter librement et partager leurs informations de manière un peu libre aussi. Petite anecdote aussi sur le dark web. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est parce que tu parles du dark web et oui, aussi, je crois que la semaine passée ou la semaine d'avant, vous aviez reparlé du browser Brave que j'utilise moi aussi depuis quelques semaines après une première tentative non fructueuse il y a plusieurs mois. Et dans ce browser-là, une des choses, il y a un navigateur Tor intégré, donc très facilement on peut démarrer une fenêtre incognito. Il démarre le réseau Tor et il rentre sur le dark web. Donc une petite recherche Google pour trouver c'est quoi les 10 sites les plus intéressants dans le dark web maintenant. Et littéralement, en moins de 2 minutes, j'étais sur un portail où je pouvais acheter des Kalachnikov et des tas d'autres armes. Mais ça m'a pris 2 minutes, quoi. Quand on dit dark web, ça me fait légèrement sourire, quoi. C'est plus si dark que ça. Oui, c'est ça. C'est devenu, c'est un peu ouvert aussi. Ouais, c'est très c'est un peu trop ouvert. Le dark web qui a d'ailleurs fait son Black Friday aussi, il paraît qu'on a vendu, ils ont vendu des cartes de banque en promotion, tous des hacks en promotion. Voilà. À l'achat de 3 chargeurs, le 4e gratuit. À l'achat de 3 chargeurs, recevez une carte de crédit gratuite. Ouais. Bon, on en rit, mais c'est pas, voilà, parce que c'est un formidable outil, je le disais, pour des dissidents dans certains pays, etc., pour pouvoir communiquer, ça a montré son efficacité. Malheureusement, aussi, il y a cet aspect-là. Je vais terminer avec cette parenthèse, excuse-moi, Sébastien, mais on regarde, par exemple, je réfléchissais un petit peu à la possibilité de faire un jour un hors-série concernant toutes les alternatives qu'il y a aux GAFAM, de manière générale, à Google en particulier, mais aux autres aussi, et d'aller vers d'autres possibilités. Quand on regarde ce qui existe par exemple en matière de publication de vidéos à la demande sur Internet, on tombe effectivement sur des solutions, je pense à à PeerTube par exemple, c'est pas la pire, il y en a d'autres, c'est le mot, il y en a d'autres, et là c'est là qu'on se rend compte que c'est là où on retrouve tous ceux qui se sont fait virer de chez YouTube, et souvent ils se sont fait virer de YouTube pour d'excellentes raisons. Donc voilà, c'est le revers de la médaille, j'ai presque envie de dire. Allez, vite, une toute petite... Sébastien, je t'avais envie de rajouter un tout petit mot. Non, non, c'est très bien comme ça. Parfait. La lettre R comme rétroterme. Tiens, quand on est nostalgique des fameux écrans CRT, on va rappeler ces écrans bleu, vert, jaune des fois aussi, jaune, orange. Il y a eu toutes les couleurs, c'était très, très rigolo, qui faisait très très mal aux yeux. C'est pour ça que moi je porte des lunettes depuis. Qui faisait un bruit significatif quand il s'allumait. Boum. Oui, il y avait le doum. C'était trop de tension qui se mettait. Mais voilà, oui, on sent que tu as répété. Il l'a bien préparé cet épisode. Donc, de quoi s'agit-il ? On va ressortir les vieux écrans ? C'est une séquence vieux con. Attention, start. Ah ben, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. Il en fallait une dans l'émission. Voilà, c'est la séquence vieux con. C'est moi qui la prends comme d'habitude. Si vous n'avez pas de cheveux blancs, vous ne vous souvenez pas des joies d'interaction avec les ordinateurs juste avec un clavier. À l'époque, il n'y avait pas de souris, il n'y avait pas d'interface graphique, tout était en mode texte, sur des écrans qui étaient parfois des TV même, ou en tout cas qui utilisaient les mêmes technologies que les télés avec un tube cathodique. Et ça donnait, comme vous l'avez dit, un petit côté, enfin voilà, il y avait des couleurs qui étaient soit orangées, soit de vert, c'était les terminaux que vous voyez, qu'on voit encore maintenant, hein, si vous allez dans certaines banques ou dans le business des réservations aériennes par exemple, ils ont encore alors c'est des écrans plats maintenant, mais c'est encore pardon. Bon, vieux con, c'est pas intéressant.
Et donc, j'ai poussé sur le mauvais bouton, mais on va revenir en arrière, vous inquiétez pas. Vas-y, continue. Et donc, pour ne pas la faire trop longue, parce que finalement c'est une brève, il y a un développeur doué qui a créé une petite application de terminal. Vous savez, ces applications qui sont fournies sur Windows et sur Mac et sur Linux, qui vous permettent de taper des commandes, mais qui, au lieu de faire un beau rendu clair et net à l'écran, fait ce rendu un peu suranné, un peu où on voit la courbure de l'écran, où les lettres ne sont pas tout à fait nettes et qui sont ambrées, vert, bleu. Donc vous pouvez recréer, vous installez cette application et puis voilà, c'est votre shell ZSH, Bash sous Linux ou sous Mac, mais au lieu d'être dans le terminal fourni par Apple ou le terminal de votre distro Linux, vous êtes dans ce terminal qui ressemble à ces vieux écrans. Juste pour faire des démos à des clients, ça peut être rigolo parfois si vous faites des démos de code. Donc ça sert à rien. Donc c'est absolument indispensable, évidemment. Essayez d'installer cette application. C'est pour Linux et sur macOS. Moi, je trouve ça vraiment pas mal parce que quand t'es... Non, mais sans déconner, c'est le genre de petits accessoires qui peuvent servir. Alors, vous allez rire, mais quand tu t'occupes de ça va, Xavier? Il va s'en remettre? Je vais m'en remettre. Ça peut servir quand tu es décorateur de plateaux sur des scènes de cinéma ou des trucs comme ça, ou à la télévision, que tu as besoin de voir un vieil écran que tu ne trouveras plus ou que tu n'as pas sous la main ou quoi que ce soit. Ça peut aider. Ouais. Pour le métier du cinéma. C'est un projet open source, c'est sur GitHub, le lien est dans les notes du podcast, n'hésitez pas à télécharger-le. Je répète, Mac et Linux, désolé pour les Windowsiens. Ça marche pour ceux qui ont les cheveux blancs ou qui n'ont plus de cheveux. Hein. Aussi. Je sais pas pourquoi Xavier est parti dans un forêt. Il s'est passé un truc Non? Il s'est pas passé un truc? Non, même pas. Ah, d'accord, ok. Bon, on me dira après, comme d'habitude. Ah, voilà, t'as comme ça. Non? Bon. Par contre, t'as bien spoilé, donc on connaît déjà le sujet. Pour ceux qui avaient l'image, ils ont pu observer déjà le sujet suivant. Oui, on va y aller d'ailleurs, on y va, c'est bon. C'est comme smartphone, voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Ça va pas? Hein? Non? Ça va bien. Voilà. Donc voilà, on va parler de Motorola qui nous prépare un nouveau des nouveaux modes d'affichage. C'est le président de Motorola Mobility qui a présenté 2 nouveaux modes d'affichage pour ses prochains smartphones lors de la conférence virtuelle de Qualcomm qui a dévoilé notamment le nouveau processeur Snapdragon 888. Alors ici, c'est les 2 modes d'affichage qui sont un peu intéressants. Ça change un petit peu des fonctionnalités habituelles. On a un mode desktop. On avait déjà parlé de smartphones qui voulaient un petit peu remplacer les ordinateurs avec un mode desktop où on pouvait brancher l'appareil à un autre écran, etc. et avoir une vraie plateforme de travail. Ici, c'est vrai que les smartphones deviennent de plus en plus puissants. Ils sont parfois même plus puissants que certains vieux laptops ou même que certains laptops qui sont vendus encore actuellement. Ici, ce mode desktop, quand il est connecté à un écran, pour ne pas le citer ici, c'est Lenovo ThinkVision, il va permettre d'afficher un environnement de bureau qui est largement inspiré de Windows, puisqu'il y a un menu démarrer à gauche, un moteur de recherche, il y a des raccourcis vers les applications qui sont installées sur le téléphone, une barre des tâches, et les apps vont être lancées dans leur propre fenêtre. Donc c'est vraiment un nouveau mode d'affichage, c'est pas juste qu'on est sur un mode portrait avec un petit menu ou quoi, on a des fonctionnalités qui permettent vraiment d'utiliser son smartphone un petit peu comme un petit poste de travail. Et l'autre mode, c'est un mode TV qui, un petit peu comme le font Google TV ou Apple tvOS, va avoir 2 parties. Il y a un mode jeu pour afficher des jeux installés et donc pour pouvoir parcourir une librairie de jeux et y jouer avec une manette. Ou alors, il y a un mode streaming qui va regrouper les applications comme Plex, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Et le prochain smartphone de Motorola qui aura le nom de code NIO assurerait la prise en charge du DisplayPort via le port USB-C. Donc on va pouvoir vraiment avoir un smartphone qui est optimisé pour travailler avec un affichage externe et remplacer avec, si on y branche un petit clavier ou autre, un vrai appareil comme un ordinateur portable ou bien une station de salon comme une box TV à la place.
C'est l'autre Sébastien qui va être content comme tout, parce qu'on en parlait encore il n'y a pas longtemps, de cette idée-là d'avoir son ordinateur toujours en poche quelque part, et en fonction de l'usage qu'on en fait, le brancher sur tel ou tel périphérique, clavier, souris, écran ou autre. C'est sans doute vers ça qu'on va. L'ordinateur domestique, entre guillemets, va vers ce genre de solution. Non, il a l'air dubitatif, notre Sébastien. Ouais, moi je pense au casse-tête des développeurs. On ne crée pas une interface graphique pour un écran 6 ou 7 pouces comme pour un écran 15 pouces. Les gens qui testent des applis iOS sur Mac Mini, justement, le M1 le disent aussi, ont une interface qui est conçue pour du touch, n'est pas nécessairement facile à manipuler avec la souris et le clavier. J'entends bien, mais est-ce que justement, on ne va pas créer des applications qui auront les deux interfaces? Si, monsieur, mais il faut les créer. Oui, je veux dire, dans l'état actuel des choses... oui, ça va plus loin que le mode nuit. On est d'accord que ça va plus loin que le mode nuit, ça c'est sûr. Mais on sait, par exemple, déjà, sur une page web, si tu la réduis, tu auras la version que tu auras sur ton smartphone, et donc c'est juste une question de dimensionnement, et qu'à un moment donné, on peut réécrire... oui, mais il y a des petits développeurs... Il y a des petits développeurs qui ont sué et qui ont eu des cheveux blancs supplémentaires. Moi, je suis pour que ces développeurs continuent à suer. Ce n'est pas automatique. Et voilà. Enfin, donc, c'est du temps, c'est de l'effort, c'est de l'argent. Oui. Mais oui, je suis pour. C'est juste, ça ne va pas simplifier le développement d'applications. Non, mais c'est pas le but. Si on faisait ici, voilà, la vie de l'utilisateur. C'est ça l'idée. C'est après que ça soit un casse-tête pour le développeur. Excuse-moi, mais c'est son métier. Je veux dire, non, monsieur le développeur, surtout ne vous cassez pas la tête, moi je vais continuer en ligne de code, vous savez, je vais continuer en ligne de code, je m'en sors très très bien moi-même, il n'y a pas de souci, ne vous fatiguez pas. Non, il faut arrêter, à un moment donné, c'est chacun son métier, mais voilà, c'est Xavier qui est tout moiré parce qu'il perd sa bande passante tout d'un coup. Je sais pas ce qu'il ouais, toi aussi tu te pixelises et tout flou. Donc voilà, il y a d'autres exemples du même genre. Je pense que Samsung avait fait des propositions dans ce sens-là aussi. On avait parlé d'une époque d'Asus aussi qui avait fait une proposition. Il y avait Ubuntu surtout qui avait lancé un système d'exploitation. Je pense que ça avait même été sourcé par du crowdfunding où ils avaient levé plusieurs millions, je crois, avant d'abandonner finalement le projet. Mais donc oui, ça fait un bon moment qu'on en parle, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes d'avoir ça, et notamment toutes les personnes qui utilisent des Chromebooks par exemple, qui sont ces PC en fait qui sont sur l'environnement Google Chrome avec les applications qui tournent exclusivement sur Google Chrome. En fait, c'est un exemple parfait qu'on peut se passer d'un PC complet dans certains cas, évidemment, il faut pas avoir des applications spécifiques, mais voilà, si on n'a pas de besoin particulier avec des applications gourmandes, c'est tout à fait possible de se passer d'un ordinateur complet. Réaction sur le chat, en l'occurrence, Denis qui nous dit qu'on créait déjà des apps responsives, c'était en 2015, par exemple. Et d'autres réactions, c'est 3 interfaces finalement, c'est vrai, smartphone, tablette, PC, dans la même application, pourquoi pas. C'est peut-être l'avenir, non ? Oui. Non, tout à fait. Je me suis mis dans les pantoufles d'un développeur pendant 2 minutes, mais si on se met côté utilisateur, si, bien sûr, c'est ce que je veux. C'est le plus logique. J'ai des écrans autour de moi. Avec des applications qui... J'ai ma grande télé 50 pouces à la maison, je voudrais pouvoir faire ça. Pouf, qui s'affiche en mode sur ma télé. Je lui parle évidemment parce que j'ai pas de clavier. Je reprends l'application, je change de pièce ou quoi, elle réapparaît sur l'écran. Je suis dans la nouvelle pièce, et j'aime bien le nom du produit Microsoft dont Denis parlait dans le chat. Il s'appelle Continuum. C'est vraiment ça, c'est le continuum de l'expérience d'un écran à l'autre. On va aller vers ça un jour ou l'autre. Voilà, il faut du temps. Oui, il y a ça, parce qu'il y a du coup, ça ouvre d'autres perspectives aussi. Je voyais encore, il y a un engouement pour ça pour l'instant, pour les petits projecteurs vidéo domestiques, pas les gros trucs, mais des trucs qui permettent d'avoir un truc qui se déplace facilement, et si on n'a pas envie d'avoir une télévision
qui trône au milieu du salon, bah ça c'est peut-être une solution pour aller éclairer le plafond dans sa chambre à coucher, pour s'endormir avec Netflix. Par exemple, ça se fait, je parais de plus en plus. Bah tu vois, déjà encore, c'est une interface de plus qui pourrait être du coup interfacée avec ton smartphone, qui te sert en même temps de réveil, voilà. On rêve un peu, mais c'est à portée de main. Hein. Après, il faut juste que... C'est techniquement faisable. Bah, il faut que les développeurs se tirent les doigts. Ça, et un certain niveau d'interopérabilité aussi, parce que si ça vient que d'un vendeur, si c'est que Samsung, que Motorola, que Apple, bah, ça sera de nouveau un écosystème. Il va falloir à un moment donné trouver un modèle, un protocole, un système qui fait que ça marche pour un écosystème au sens large. Android est suffisamment large, il y a suffisamment de vendeurs pour qu'on peut dire que c'est un écosystème. On sera de toute façon toujours devant un problème qui sera lié à l'OS commercial, qui sera lié à l'OS mobile. En l'occurrence, ce sera iOS versus Android, non ? Non, techniquement, il y aurait moyen de faire des choses interopérables. Il faudrait qu'ils le veulent. Oui, c'est ça. Techniquement, pourquoi pas. Il faudra le vouloir, effectivement. Bon, allez, on peut passer à la suite et à la fin. T comme Telegram. Qui va nous parler de Telegram? C'est moi, monsieur. C'est quand Telegram s'intègre à Siri. S'intègre à Siri, dites-le 10 fois très vite. Non, mais c'est bien qu'on ait parlé de messagerie end-to-end avant avec Xavier, parce que end-to-end, sécurisé end-to-end, parce que Telegram, c'est, si je ne me trompe pas, une des messageries dont c'est l'argument, le fer de lance, de dire, voilà, nous, on est chiffré en end-to-end. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Telegram pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Il faut savoir que sur les appareils iOS, depuis plus d'un an, depuis iOS 13, il y a une API pour Siri qui permet à des applications de messagerie d'interagir avec Siri, c'est-à-dire que Siri vous lise le message dans vos AirPods, vous êtes dans le métro, vous écoutez les AirPods, et tout d'un coup on lui dit nouveau message de Marc, et le truc vous lit le message que vous avez reçu, et puis moyennant un petit tap, vous pouvez même dicter votre réponse et envoyer votre réponse sans jamais sortir les mains de la poche et sans jamais sortir le téléphone de la poche. iMessage permet de faire ça, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne qui a jamais utilisé cette API là, et il se trouve qu'un an après, Telegram est la première application à intégrer cette fonctionnalité là. Donc je trouvais la fonctionnalité intéressante, surtout le fait qu'elle soit ouverte aux applications tierces. Pourquoi WhatsApp l'a pas fait avant, je ne sais pas. Pourquoi Facebook Messenger ne le fait pas, parce qu'en termes de part de marché, c'est quand même autrement plus important que Telegram. Ouais. Voilà, je voulais pas en faire tout un pataquès, mais juste le mentionner que c'est techniquement possible et qu'il y en a qui le font. Oui, c'est bien. À la fin, moi, ça me paraît étonnant parce que quelque part, c'est ouvrir une faille de sécurité sur les messages. C'est quelque part, tu autorises un autre fournisseur de service à lire en quelque sorte les messages que tu te forces de rendre privés. Il ne fera pas plus que lire ce que toi tu pourrais lire toi-même sur un écran. C'est déjà la sortie. Oui, mais c'est une couche en plus que tu viens rajouter par rapport à ce qui existe, quoi. Après, bon, voilà, on fait confiance. Si on utilise de toute façon des devices comme les assistants vocaux, etc., c'est qu'on leur fait confiance. Hein. Ça peut être indiscret, par contre. C'est vrai que quand tu reçois un message, tu peux le cacher l'écran pour pas que ton voisin le voit. Par contre, si ça te parle et que ça tombe sur un device, tu vois, où tout le monde peut entendre, c'est ton voisin a vraiment une sale gueule. Hop, pardon monsieur. Voilà. Oui, parfois on est content d'avoir des AirPods et d'avoir. Oui, c'est ça. Voilà, parce que ça peut être très, très, très indiscret. Je me faisais la réflexion l'autre jour. J'habite en rez-de-chaussée. Ma fenêtre est ouverte en permanence et j'ai un Google Home et quand je vais me bouger, je parle à mon Google Home et je lui passe des instructions. Il suffirait qu'un connard devant la fenêtre qui s'arrête à un moment donné m'entende donner les instructions. Il peut les répéter derrière moi et allumer tout le bazar sans que je m'en rende compte. Ce serait quand même ballot, tu vois. Ce serait comme mettre par exemple tous les accès dans l'image de la vidéo qu'on vient de vous proposer. Ce serait complètement idiot. Donc voilà, je me demande si je vais pas éditer cette vidéo, aller couper 2-3 petits trucs. On va voir. Non, t'as coupé ton micro, Xavier, c'est mort.
On n'a pas de oui mais non, mais c'est un numéro oui mais non. C'est un numéro, à lui tout seul, c'est un oui mais non, à certains égards, effectivement. On arrive au bout de cet épisode, puisque tu l'as dit, hein, du coup, il n'y a pas de oui mais non, vous vous en doutez un petit peu. On va remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires, évidemment, sur le chat. Hein, ils étaient nombreux aujourd'hui, me semble-t-il. On a eu quelques personnes, ouais. On a et des discussions intéressantes. Et des discussions intéressantes, des échanges intéressants. C'est le but aussi, hein. C'est d'avoir des échanges agréables, intéressants, et que vous réagissiez. C'est pareil sur les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit également sur certaines applications de podcast. Il est encore possible, dans certaines d'entre elles, de laisser des commentaires. C'est pas l'endroit idéal pour échanger, on est bien d'accord. Par contre, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on y est aussi. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. T'as imprimé un truc, hein, Xavier, c'est ça que j'entends au fond? Non, c'est pas. Non, parce que là j'étais même en mute, donc non. C'est pas chez moi non plus. Donc il y a quelqu'un qui a imprimé un truc, mais c'est pas chez moi. Donc voilà. C'est le voisin du dessus. C'est le voisin. Ça va être ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc c'est ça. D'où l'importance, d'où l'intérêt aussi de laisser des commentaires, c'est d'échanger entre vous aussi. On lance des conversations en épluchant ensemble la presse, à la faveur de ce que ces petits camarades-ci ont choisi d'épingler. Évidemment, il y en aura d'autres la semaine prochaine, et c'est comme ça de semaine en semaine, vous le savez maintenant, depuis de longs mois, de longues années même, j'ai envie de vous dire. Un truc à rajouter, l'un ou l'autre, pour conclure cet épisode 282 des Technos? Passez une bonne semaine, de bonnes fêtes si on se voit plus d'ici là, et c'est promis, on se retrouvera en 2021. Avec grand plaisir. Voilà. On ira faire nos devoirs et remplir nos dates. Oui, c'est ça. N'oubliez pas d'aller remplir l'agenda. Hein, je parle aux chroniqueurs, hein, pas à vous, ne vous inquiétez pas. Vous, je sais que vous serez là au rendez-vous chaque semaine. Il n'y a pas de souci. Merci à vous qui nous avez suivis en direct. Merci à vous qui nous suivez en différé. Et on se dit à très bientôt. Salut.